Et puis, bah, juste avant de partir, il y a Ghetto Youth Progress qui veut nous voir pour qu'on parle de leur projet de compile et tout ça. Donc, voilà, bah, on n'est plus jamais parti. Et là, c'était notre rencontre avec Frankie, Don Lascar et le légendaire Rod Lion. Ok. Voilà, qu'on connaissait pas au début, nous. Hein. Pour nous, c'était un grand rasta. Grand rasta à la cool. Voilà. Tu vois, et on a fini par comprendre que. C'était pas tout à fait ça. Voilà, ancien requin vicieux. Et c'était, voilà, quoi. C'était plus l'ambiance dread, bandit, de grand chemin. Donc, eux, quand ils vous écoutent, ils veulent vous mettre sur la compilation. Voilà, ils aiment bien. Kemar, lui, Rod Lion avait une grande passion pour tout ce qui était musicalité. Ouais. Il a été quand même clavier, il a fait des trucs avec Tonton David, il a fait beaucoup de choses avant. Il a même fait des morceaux pour. Maintenant que tout le monde est au courant, mais il avait fait même un morceau pour la Bachung, voilà, ma petite entreprise, tout ça, où il s'est fait bébar. C'était ses premiers liens avec l'industrie. Voilà. Donc, quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, et donc lui aussi aimait beaucoup la musique californienne pour cette raison-là. Ok. Et il y avait un bon carnet d'adresses aussi, où il connaissait plein de musiciens avec son passé de musicien. Donc, déjà, lui et moi, on s'est... Vous êtes entendu directement par le lien du clavier. D'ailleurs, quand il nous avait appelés, il parlait avec Tintin et moi je faisais du piano. Il dit qu'est-ce que c'est ça? Il fait c'est Tintin, c'est Woody qui fait du piano. Quoi? Il a un piano? Donc direct. Donc il m'a ramené même dans ces trucs où on a fait des morceaux pour Mélas, tout ça là. Ok. Et voilà, donc cette connexion, cet accord de faire de la musique pratiquement pas samplée. Ouais. Parce que nous, le sample, c'était du décor. Ouais. Tu vois, autant les gens, ils servaient du sample pour faire la musique principale. Pour commencer. Autant nous, moi, j'arrivais avec des morceaux déjà construits. Ok. Et tu rajoutais. Où je mettais la basse, le piano, le machin, c'est ça. Après, Kemar, lui, avec ses connaissances et ses connaissances musicales et les connaissances extérieures, il ramenait un vrai bassiste, il ramenait des vrais musicos derrière. Il faisait tout ce qui était réalisation, en fait. Et puis dessus, on rajoutait des samples pour orner la musique, tu vois. Je vois. D'ailleurs, je crois qu'on est les premiers à avoir samplé du rap français. Puisque... C'était quoi? J'apprécie les chansons de ceux qui parlaient des crades comme moi. Voilà, c'est vrai d'Akhenaton. Que c'était rare, à l'époque. Tu sais, nous, on a été précurseurs de plein de choses, parce que déjà, nous, on n'avait pas d'histoire de fierté. Mais faut le dire ici. Ouais. Voilà. Parce que souvent, on n'avait pas cette histoire de fierté, de ne pas vouloir sampler du rap français. C'est important que tu dis ça, parce que beaucoup de gens étaient dans cet état d'esprit-là. Toi, dans cet état d'esprit, il n'y a pas donné la force à l'autre, tu vois, je veux dire. C'est vrai. Alors que nous, on était des musiciens, et il y avait d'autres musiciens, donc les Quinry le faisaient. Ouais. Ils avaient ce truc-là, donc nous, on a pris un morceau d'Akhenaton. Ok. Que vous ne connaissiez pas du tout. On connaissait parce qu'il y avait beaucoup de gars comme Freeman et tout ça qui connaissaient bien Mantes-la-Jolie et qui venaient à Mantes. Et qui avaient des potes au quartier. Donc quand ils sont arrivés, on a fait leur première partie en tant qu'STK. Quand ils sont venus se produire pour le premier album, Planète Mars. Ouais, ok. Donc, on était déjà très proches. On allait faire des freestyles à Vitrolles, avant d'être Express D. En tant qu'STK, on allait faire des freestyles à Vitrolles, à Marseille et tout ça. Ok. Donc, pour revenir à Ghetto Youth Progress. Ouais. Au début, ils sont intéressés pour vous mettre dans la compilation. Dans la compile. C'est pas encore pour vous produire. Pas encore, mais ça va très vite. Ok. Quand même, ça va très vite parce que, en fait, Kemar, il aimait l'attitude qu'on avait. Cette particularité qui faisait qu'on ressemblait pas aux Zoulous de Paname. Ok. Nous, on est arrivé avec notre look de Rorty, trois quarts en cuir, bonnet Cosla, Stan Smith, tout ça. Ça lui a parlé. Pantalon serré, alors que les autres, ils étaient tous en baggy et compagnie. Donc, ils disaient déjà, eux, ils sont pas là pour essayer de pomper un style à la mode. Tu vois, nous, c'était une identité séculaire qu'on ramenait. En plus, on n'avait pas froid aux yeux. Il aimait pas mal ça aussi. Que les mecs le regardaient dans les yeux, n'avaient pas peur de Rod Lion, entre guillemets, parce qu'il avait quand même... il avait sa réputation. Sa réputation, et donc une certaine crainte par rapport à beaucoup. Et lui, il disait, putain, eux... Ils en ont rien à foutre. Et c'est ce qui lui a plu. Et nous, on se kiffait de cœur, pas de réputation, parce que ça. Là, ce que tu me dis,
Ça me rappelle une anecdote que j'ai jamais racontée. Un jour, j'étais à Porte de la Chapelle avec Stomy Bugsy, Doc Gynéco et d'autres gens de leur entourage. Et il y a un mec qui passe, qui dit à Stomy, hey, Rude Lion, il te cherche. Mais le mec, quand il dit ça à Stomy, il est inquiet pour Stomy. Tu vois ce que je veux dire? Et Stomy, il dit, putain, mais ça fait au moins la 5e personne qui me dit ça. Il est où? Il dit, bah voilà, je vais te donner une adresse où il est, tout, machin. Et tu vois, le mec, il est pas bien, tu vois. Et moi, je sais pas qui est Rude Lion à ce moment-là. Donc, même moi, je vois l'attitude du mec, je dis, qu'est-ce qu'il a et tout. Et Stomy dit, venez, on y va. Donc, du coup, on va. Et il était dans un studio. Je me rappelle, on sonne, la porte du studio s'ouvre. Il y a Delta qui ouvre la porte. Et il y avait un pitbull énorme. Bon, moi, j'ai peur des chiens, mais je faisais genre, j'avais pas peur. C'était pas bien. Mais Stomy, lui, quand il voit un chien direct, il commence à le caresser. Delta dit, ne le touche pas. Lui, il est mauvais, ce chien. C'était le chien de Rude Lion. Qui s'appelait Rude aussi. Ah, bah voilà. Il avait appelé son chien comme lui. Voilà. Et du coup, on rentre, et donc, Rude Lion nous reçoit, et là, il dit à Stomy, ça me fait plaisir que tu sois venu. Et quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui, quand on leur dit cherche, ils viennent pas, ils se cachent, tout ça. Et du coup, Stomy dit, ouais, tranquille. Il dit, alors, qu'est-ce qui se passe et tout? Et il dit, j'ai appris que tu préparais ton album. C'était l'époque où Stomy préparait son premier album, en fait. D'accord. Et il dit à Stomy, je veux le morceau le plus fils de pute de tout ton album, je veux faire la musique. Ça m'a traumatisé, en fait. Et ça rejoint ce que tu me dis, en fait, il aimait bien quand les gens le regardait dans les yeux, il respectait ça en fait. C'est ça. Et je pense que quand c'était le contraire, c'est là qu'il allait te marcher dessus. C'est comme un animal, hein. Voilà. Comme un animal qui sent que tu vas devenir une proie si tu restes dans le coin. Et malheureusement, ce morceau, il s'est pas fait, mais j'aurais bien aimé entendre Stomy sur du Rude Lion. Je pense que Rude Lion, Stomy, ça l'aurait fait direct. Parce que vraiment, il ramène un vrai truc sombre et mélodique en même temps, quoi. Et c'était tout son personnage, en fait, hein, parce il avait ce côté sombre, c'était indéniable. Mais quand il connaissait... C'était un bon artiste de dancehall, c'était un bon toaster. C'était un bon toaster. Je me rappelle, il avait fait le truc avec Timide et sans complexe, qui s'était réussi. Tout ce qui était Bougotop et tout, il était très proche de plein de groupes. Il a fait des morceaux solo, d'ailleurs, sur la compil, Get Youth, Kill tous les boys qui veulent fuck le système, tout ça. En plus, il avait une voix rocailleuse et tout ça. Et puis la crédibilité, personne pouvait la nier. C'est clair. Donc, du coup, il veut vous produire, il vous le dit. Ça a été très rapide. Dès qu'on a commencé à faire les morceaux en machin et tout ça, de toute façon, les gars, il va falloir qu'on parle. Vous avez 2 morceaux sur la compil. On avait 2 morceaux sur la compil. Je crois que il y avait que Big Red qui avait ce privilège. Voilà. Qui était très proche de Kemar aussi. Et donc, on a fait Mon Esprit part en couille et UKPT. Et il aimait ce flow, ce qu'on appelait le flow réalité, où on parlait vraiment de... Ça faisait pas américain, quoi. Ça faisait réalité française. C'est ça. Et cette mélodie, tout ça. Donc, tous les ingrédients faisaient qu'on s'est tous très, très vite mis d'accord pour pouvoir continuer la route ensemble. Et il y a un engouement sur... Mon esprit part en couille. Et un engouement, c'est vrai aussi. C'est un des morceaux qui ressortait le plus de la compile. Voilà. Mais en même temps, et là tu vas me dire, moi je te dis ce que je ressentais, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, j'ai l'impression qu'il y a un engouement sur le morceau. Mais en même temps, on vous voit pas partout, j'ai l'impression qu'on vous invite pas, parce que les gens écoutent le morceau et qu'ils ont peur de ce qu'ils entendent. Du coup, l'engouement, il aurait pu être plus gros. Il aurait pu être plus gros. Après, nous, on a eu quand même cette chance d'avoir ce morceau. Il a quand même fait plus que la compile. C'est-à-dire qu'il a dépassé la compile parce qu'il y avait Saïd Tagmaoui qui était très proche de Kemar et qui lui dit vas-y, je vais faire écouter ça à Mathieu, qui est en train de préparer le film La Haine. Donc Mathieu Kassovitz. Donc nous, je te dis, quand je te dis que moi, j'ai l'impression que tout mon parcours a été fait de pierres marquées de hip-hop, parce que je te dis, depuis le premier jour où je rencontre mon cousin qui est avec Sydney, puis après, tu vois, ça c'est jamais, j'ai l'impression que... Continuer comme ça. Voilà, parce que là, c'est pareil. Voilà. Là, c'était Saïd Tagmaoui. Saïd Tagmaoui qui fait écouter un morceau. Voilà, et à ce moment-là, c'est pas une star du tout, La Haine, c'est pas encore sorti, c'est en train de se faire. Et Mathieu lui-même, il dit, pas de rap français dans mon film, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il écoute Mon Esprit part en couille, il dit, putain, merde.
ça colle carrément avec ce dont j'ai envie de parler. Bon, vas-y, je fais l'exception, je mets ce morceau-là dans le film. Tu vois, donc à chaque fois, chaque rencontre, nous, c'était pour nous mettre... Donc effectivement, après, il est évident que ce qu'on représente, c'est ce que déteste le plus l'établissement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, tu préfères avoir des voyous au look américain. C'est fun. On va, même s'ils sont un peu chiants, tu vois ce que je veux dire, tu dis, bon, c'est pas grave, on va mettre de l'argent sur eux parce que c'est dans l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire? Ils sentent ce truc-là qui vient de New York, qui arrive et qu'il y a des mecs. Mais là, nous, non. Le rap, oui, mais pas les lascars là qui dépouillent les enfants dans les écoles. C'est ça. Ce que je veux dire. Donc, on représente quelque part tout ce qu'ils aiment pas. Tu vois. Mais c'est que à ce moment-là, vous vous en rendez compte ou pas? Non, mais nous, on vit avec. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, à chaque fois qu'on allait quelque part, on représentait ce que les gens n'aimaient pas, déjà, à la base. Donc, ça ne fait que continuer dans ces endroits-là. Et il y a le clip de Mon esprit part en couille qui arrive à un moment, avec une autre version, un petit remix, tout ça. C'était mortel aussi. Avec, pareil, le mec qui a fait le clip, il s'appelle Florent Siri, et c'est lui qui a fait ensuite... il a fait des films, qui a pas fait des petits films. C'est ça. Tu vois? Ok. Et alors là, il y a une image. On voit un truc. C'est son premier clip. Et donc, il dit plutôt que il dit, moi, j'ai pas envie de faire un truc commun, quartier, machin. Donc, il fallait qu'on trouve l'ambiance et ça. Et il nous propose ces trucs dans les bois, tout filmé en vitesse rapide pour qu'ensuite ça assiste à un truc de ralenti, avec du noir et blanc, de l'infrarouge et tout ça, ce qui fait que ça donne... Mais surtout, on voit le 3/4 de Kurtra. Et ça donne cette image... ça envoie une image, ça envoie un truc. Ça donne cette image de gars qui sortent des bois et qui sont tu vois, des petits diables, quoi. Tu vois, plein de petits diables qui viennent... tu vois, avec un titre qui veut dire quelque chose, parce que Mon esprit part en couille, c'est très inspiré quand même de Ghetto Boys. My mind played tricks on me. Voilà, exactement. Pour dire, si ça continue comme ça, à un moment donné, je vais passer de l'autre côté, quoi. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a une réalité sociale. Et on a envie de mettre le doigt dessus en disant... en fait, voilà, à l'époque, il y avait le rap français qui était très américano-centré, tu vois, avec des gars qui disaient regarde ma jeunesse, ça va partir en couille, en gros. Et nous, on vient avec un style... franco-quartier, en disant c'est nous la jeunesse, et ça part déjà en couille. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous on parle plus des autres. On dit pas parce que c'était souvent ça, les rappeurs de l'époque c'est très politisé. Les jeunes vont faire ceci. Préparer le futur. Voilà, faut faire que nous on dit non, dans le présent. On n'est pas là pour t'expliquer un truc social. On est là pour t'expliquer que nous on vient foutre la merde. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est aussi ce que Kemar aimait, puisqu'il était quand même très très vif. Sur le terrain. Donc, voilà. Et ensuite, le morceau, pour moi, dans la chronologie, le morceau qui marque encore votre parcours, c'est votre apparition dans la bande originale du film La Haine, enfin, la bande originale inspirée par le film, en tout cas. Et c'est Dealer pour survivre. Voilà, de mon esprit part en couille, qui commence, parce que, voilà, tu disais, les gens ne nous aimaient pas trop, mais en fait... il y a eu, avec La Haine, un effet inverse. L'effet s'est très vite inversé, où des gens d'Universal voulaient nous signer. Des gens de Hostile, enfin c'était pas Hostile à l'époque, c'est de Label. Commençaient à vouloir nous parler. Ça c'est une fois que La Haine est sortie. Une fois que La Haine est sortie. Dealer pour survivre. Et que justement, il y a chez De Label. Il y a cette compile où en fait Mathieu arrive avec des thèmes. En disant à chacun, voilà, prenez un thème, et il fait, moi j'ai pensé à vous en disant, en parlant de Dealer pour survivre. Et il fait, on va prendre le. En fait, on a pris son thème, on en a fait un titre. On a dit, vas-y, Dealer pour survivre. Vas-y, Dealer pour survivre. Voilà. Et puis, quel morceau. Voilà, on a fait un son. Alors, c'est un son que j'ai créé quand j'étais en chambre universitaire à Nanterre, où j'ai repris du Kassav, c'est pareil. Dans Mon esprit part en couille, nous sommes les premiers à avoir mis du créole dans nos raps. Et après, on a repris du Kassav. En fait, c'est casser avec l'histoire américaine et dire notre identité à nous afro-descendants, etc., etc. Et c'est pareil, le jour où on a pris ces trucs-là, dans le studio dans lequel on travaillait,
Dans le studio d'à côté, il y avait les membres de Kassav, Pierre-Édouard Décimus, qui est le créateur de Kassav. On dit, ça tombe bien, nous on a pris Djandja, c'est pas Djandja. Est-ce qu'on a le droit de le prendre? Et le mec, il nous a donné l'autorisation directe et tout ça. C'est fou ça. Donc voilà, première rencontre avec Solo, qui était directeur artistique qui supervisait du projet. Donc voilà, donc on a fait ce morceau, La Dîner pour survivre. Donc de label commençait à vouloir nous parler. Bon, tous essayaient de nous parler sans Ghetto Youth Progress. On peut parler mais sans les autres. Tu vois, je veux dire, parce que c'est des chacun là, les mecs du showbiz. Donc comment ça s'agence après? Comment vous avancez? On a fini par signer en édition chez Universal. Qui était Polygram à l'époque, je me rappelle d'abord. Voilà, Polygram, exactement. Qui allait se faire racheter par Universal. Exactement. Et puis, on a préparé l'album. On s'est dit que plutôt que d'être en studio, on voulait tous être ensemble dans... Et je pense que c'est là, d'ailleurs, qu'on a rencontré avec Minister Hammer. Quand on parlait de Minister Hammer, c'était dans ce studio qu'il y avait à Porte de Clignancourt. C'est possible. Je sais plus. À mon avis. Je me rappelle plus, mais c'est possible. Et en fait, on avait loué une sorte de petit hôtel particulier, quoi. Où on était résidents là-bas, et puis on était tous ensemble 24 heures sur 24, en fait. Pour travailler un album. Et en fait, cet album ne s'est pas fait parce que, à un moment donné, il y a des gens qui ont été obligés de prendre des vacances. Tu vois. Donc, c'était le statu quo. Donc là, Tintin et moi, qui étions toujours ensemble, on se dit, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là où il n'y a rien à faire Et justement, nous, on était très rap new-yorkais, au contraire de ce que beaucoup de personnes pouvaient penser. Et surtout, lui et moi, quand on était à fond dans le New York et tout ça. Moi, je trouve que le hip-hop, la musique new-yorkaise, pour moi, c'est vraiment ça, le hip-hop. Tu vois, en tout cas, c'est la naissance. Ce coupage de sons, tu vois, c'est-à-dire que autant je kiffe Dre avec les sons de 2 km là, où tu reconnais tout de suite le sample, tu sais, tu vois. Autant je kiffe les mecs qui coupent 2 secondes, 1 seconde par ça, et qui arrivent à faire un truc de fou avec. Voilà, donc on se dit, viens, on fait un truc ensemble en attendant la sortie des gens qui étaient en stage. Et c'est là qu'on a fait Guet-Apens. Parce que nous, de l'extérieur, on se disait, mais quand Guet-Apens ça arrive, on se dit mais pourquoi c'est pas un album d'expression directe? Non, parce qu'en fait, nous on attend que tout le monde soit sorti pour faire l'album d'Express D. Donc pour nous là, c'était juste un trip entre nous de faire quelque chose qui nous ressemble juste à nous deux, quoi. Tu vois. Et avec un concept, on se dit tiens, on va prendre des musiques de films et à chaque musique de film, on fait un thème qui correspond à notre réalité C'est ça. Donc on était tous les deux en chambre universitaire en fait. À Nanterre. Donc j'étais dans la chambre d'à côté de lui, donc facile. On travaillait tous les jours sur des trucs. Et puis il manquait un New-Yorkais avec nous, parce que nous on travaille beaucoup avec d'autres personnes. On aime la synergie. Et comme à l'époque, quand on était à Polygram, on partageait les bureaux. Parce qu'on était indépendants. Donc, tu sais, on avait le gros bouquin. Le gros bouquin, là, l'officiel. L'officiel de la musique. L'officiel de la musique. Et le téléphone qu'on sèche et on voit pour faire des concerts, des radios, des machins, tout ça là. Et on partageait ça avec les DABU System. Qui était aussi signé. Qui était aussi en édition là-bas. Et on squattait souvent, ils étaient dans le 19e, Mistadi et Tepa surtout. Et qui habitaient, donc étaient des frères qui habitaient ensemble. Qui reposent en paix. Qui reposent en paix, le frère, le frangin. Et voilà, on kiffait. Alors eux, ils étaient hip-hop à mort. Ils étaient hip-hop à mort, ça freestylait tout le temps, toute la journée, mon frère. Il y avait du monde qui passait, ça freestylait, il faisait des sons. Il devait avoir peut-être 200 sons là dans les... voilà. Et nous, on kiffait ça. On commençait à s'adonner un petit peu au freestyle et tout ça parce qu'ils nous rendaient fous, les mecs, à improviser comme ça. Là, c'était chaud, hein. Abuse, Papy Fredo. Ils n'arrêtaient pas, ils n'arrêtaient jamais. Donc, on a dit à Rodrigue qu'on aimerait bien qu'il bosse avec nous sur ce truc-là, sur ce projet. Et c'est lui qui a ramené Enfin, c'était le réalisateur du... Donc Rodrigue, c'est Mistadi. Voilà, c'est Mistadi, le réalisateur du disque, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je faisais pareil. Moi, j'ai toujours fait... En fait, je continue toujours à faire pareil. Moi, je ramène
la spontanéité. Ok. Bam, je fais un morceau, je fais les accords, je fais la basse, je mets le rythme, bam, bam. Après, moi, déjà, je peux écrire dessus. Voilà. Je peux écrire en boucle. Mais après, ça veut pas dire qu'il est fini le morceau. Ouais. Donc, j'amène toujours ça à des personnes et ça permet d'avoir une nouvelle couleur, en fait, tu vois. Donc, avec Rod Lion, on avait une couleur très West Coast. D'un seul coup, là, avec Rodrigue, on a une couleur très, très new-yorkaise, quoi. Ok. Qui ramène des petits samples de jazz, des trucs qui vont bien et tout ça, quoi. Donc, on fait Guet-apens, qu'on va masteriser à New York. C'est notre première escapade sur New York. Ok. Où là, on rencontre le hip-hop de plein fouet. On voit que vraiment que c'est sérieux, c'est là-bas. plus qu'une culture, c'est une religion. C'est très en sérieux, plus, en plein Wu-Tang. Ah oui. On voyait des mecs dehors avec des dents en or, de Dracula. Ouais. Oh Normal. Normal. Ok. Donc, on kiffe grave cette partie-là, quoi. Et puis, écoute, on a un bon petit succès avec Guet-apens parce que à l'époque et en indépendant comme on faisait, on était monté à des 50 000 ventes. C'était énorme. C'était énorme. Et ce qui fait que d'un seul coup, les maisons de disques, elles commencent à prendre le truc très sérieux. Donc, c'était... Parce que c'est ça. Bienvenu. Moi, je te dis, quand ça sort, on se dit, mais comment ça, c'est pas un album d'expression directe? Mais par contre, quand on l'écoute, on trouve ça magnifique. Et puis, on entend beaucoup expression directe dessus, en fait. Ouais, parce que, au final, tout le monde est dessus. Tout le monde est dessus, que ça soit justement les DAB système d'un côté et l'expression directe de l'autre. Voilà. Ouais, ça gros succès indépendant. Gros succès, même, et aussi, justement, pareil, à contresens des autres groupes qui, eux, veulent faire que du hardcore. Ouais. Et souvent ne portent pas plus les couilles que ça quand ils sont dehors. Ouais. Alors que nous, on fait du comique, parce que pour le coup, Guet-apens, c'est de l'humour à toute patate, machin. Arrête où ma mère va tirer. Tu Classique saoules, dans la rue, tout ça. 8 degrés 6, enfin voilà, quoi. C'est plutôt léger, mais tout le monde sait que quand il y a quelque chose qui doit se faire en dehors, c'est plutôt lourd. Voilà. Mais voilà, parce que je pense qu'à un moment donné, l'attitude, enfin, tout le monde sait que dans les quartiers, la journée, la plupart du temps, ça ne fait que rigoler. Oui. Anecdotes, vannes, on n'arrête jamais, quoi. Et quand ça doit taper, ça tape. C'est ça. Et là, les mecs, ils sont dans une attitude où ils veulent montrer que ça tape tout le temps, ils sont dans un truc. C'est souvent. Et souvent, ils se font punir très rapidement. C'est ça. Parce que les mecs des quartiers n'aiment pas trop les rappeurs qui se la racontent de trop. Surtout à l'époque, là. Donc ça teste très vite. C'était compliqué. Voilà. Ok. Donc voilà, de là, du succès de Guet-apens et de la sortie des frères qui étaient en stage. Voilà. Qui étaient en stage, excuse-moi. Ouais. Signature avec Island. Voilà. Par le biais de Sébastien Farran, qui était directeur artistique à l'époque. Voilà, dont on a déjà parlé ici avec la porte la plus stickée de tout Universal. La porte de son bureau, il y avait des stickers partout. À l'étage, il y avait tout le rap et tout le dancehall. Avec un afro jazz, voilà. Voilà. Et on fait Le bout du monde, donc l'album des... Avant ça, il y a quand même un morceau important. C'est la compilation L432. Ah oui, tout à fait. Vous faites La roue tourne. Ouais. Et La roue tourne rentre en radio. C'est votre premier morceau. La roue tourne, c'est un morceau de Guet-apens, en fait. Ouais, je sais. Voilà. Mais là, vous faites un remix. On a fait un remix, justement. Et ça rentre en radio nationale. Ouais. Et c'est la première fois que vous êtes en radio nationale. Donc c'est quand même un morceau important. C'est vrai. C'est vrai que c'est important. Et c'était sorti chez Island aussi. Voilà. Et puis surtout, il y a une mythique histoire à laquelle tu ne peux pas échapper. De l'époque, effectivement. Parce que tout ça, c'était par rapport à L432. L432, c'est vrai. Je parle bien sûr de cette fameuse histoire avec Bustaflex, avec le chien et tout ça. Voilà. Donc, on va la raconter rapidement, mais moi, ce qui m'intéresse, et tu peux peut-être raconter ça avant qu'on raconte l'histoire du chien, c'est d'où part cette embrouille, en fait, avec Bustaflex. Parce que finalement, l'histoire, elle est partout, il y a des vidéos et tout, mais on ne sait pas comment ça a commencé. Oui, moi, c'est ce que je dis, c'est une vieille histoire, en fait. Hein. Ouais. Parce que, en fait, Bustaflex avait fait un freestyle à l'époque où il parle de porc en disant, tu vas tellement kiffer mon flow, quoi, que même les musulmans vont manger du porc, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça passe pas. Ouais. On précise, il était en improvisation. C'est de l'improvisation. Voilà. Mais pour le coup, ça passe pas. Il y a des choses qui ne se disent pas. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de mecs qui commencent à avoir le seum contre lui par rapport à ça. Ok. Et à un moment donné, il va au Muro pour faire une radio. Et on a un pote qui appelle un de chez nous
pour dire vas-y, mets-lui la pression pour rire, tu vois. Fais-le un peu peur, quoi, tu vois, je veux dire. Et il lui met la pression en téléphone en disant ouais, tu te la racontes, enfin tu sais, les trucs à des balles, quoi. Et viens chez nous, il y a des caves. Et puis Bostaflex il dit bah chez moi aussi il y a des caves, qu'est-ce qu'il y a tu fais le mariole, tout ça, mais enfin bon, c'est par téléphone, donc plus personne peut vraiment bouger, quoi. Et il s'avère qu'on se croise à un concert à Rennes. On est sur le même plateau. Et au début, ça se passe plutôt bien. Et puis, mais sauf qu'à la fin, on finit par discuter de ça, de cette fameuse altercation radiophonique. Et ça part en couille, quoi. C'est-à-dire que personne baisse la garde, tu vois. Et donc, voilà, on était avec Rof ce jour-là. Lui, il était avec son frère, et puis quelques mecs de son équipe, je crois, Lone, tout ça. Et bon, voilà, saloon, hein, c'est reparti pour le saloon. En fait, nous, c'est un grand saloon, notre histoire. Donc, les chaises volent, les poings, les pieds. Et puis, ça s'arrête là, pour ce jour-là. Et un jour, on a un plateau télé avec Cachin sur MCM. Et en fait, personne ne nous prévient qu'il va y avoir Bustaflex. Qui était aussi sur la compilation L432. Voilà, sauf que tout le monde savait qu'on était en embrouille. C'est ça. Et par contre, lui était au courant qu'on était là. Donc, il vient avec des potes pour en découdre. Une équipe. Voilà. Donc, nous, on était en équipe réduite. Mais il s'avère que, comme je l'ai déjà dit, la fièvre de Rachid s'est mise en place. Cœur Trap, pour ne pas le nommer. Et là, d'un seul coup, nous, on était dans une sorte de guet-apens, parce que... on était dans les toits, tu te rappelles, MCM, là, le plateau télé, une fois que t'es enfermé là-dedans, là, tu peux plus sortir, quoi, tu vois. Donc là, les gars sont avec leurs chiens, leur machin, c'est cela. Au début, Kurtra propose à Busta de discuter, tu vois. Et il a pas envie de discuter, enfin, ils sont en nombre, ils sont chauds, quoi, tu vois, je veux dire. Donc, ça commence à lancer les chiens, et de là, ils ont vu que... Donc, il y a un chien qui charge Kurtra. Ah ouais, il lance un chien sur Kurtra. Et le chien attrape la main de Kurtra. Enfin, Kurtra, il protégeait ses bijoux de famille. C'est ça. Et le chien attrape la main de Kurtra. Et il commence à la broyer, tu sais, comme un pit sait faire. Donc, il s'avère que c'est là que tout le monde a été surpris, parce que Rachid